Alors, de quoi je veux parler là? D'un petit atelier, une illustration. C'est pas un atelier, c'est une illustration qu'on peut faire quand on discute de Scrum et des rôles et des responsabilités. Donc on s'est dit qu'on avait le PM. Alors, on a vu qu'on a commencé à l'appeler PM au lieu du PO. Moi, je fais ça pour soutenir son employabilité et sa fierté, parce que PO, moi j'aime beaucoup PO, mais malheureusement les Américains ont décidé de défoncer ce terme. Je ne sais pas si tu as suivi récemment, et puis ils disent que c'est juste une fonction dans un projet, enfin, ou dans un produit. Bon, PMPO, ok. D'accord. Le Scrum Master, le membre de l'équipe, donc on va appeler l'équipier, hein, le coéquipier, toi tu dis coéquipier ou équipier, tu dis préférence. Le pour la coopération, mais... Ok. Et puis ce qu'on appelle les parties prenantes. Oui. Okay, les stakeholders, puisque là on mélange du français, de l'anglais. Ok. Et dedans on pourrait s'interroger, là j'ai une petite liste un peu qu'on complétera tout de suite à la volée, et on pourrait s'interroger sur qu'est-ce que... Là par exemple, qui est-ce qui estime? Tu vois? Qui est-ce qui estime? Qu'est-ce qui est... Oui. Qui estime Si on estime. Estime l'effort, le travail à faire. Voilà, si on estime l'effort, le travail, ou qu'est-ce qu'on est capable de faire pendant cette itération. Je sais que Ok, donc on est d'accord que c'est le coéquipier. On cherche pas à perdre. L'anti-pattern, ce serait que ce soit les parties prenantes qui le fassent, effectivement. On en parlera de toutes les anti-patterns. Effectivement. Oui. Mais on en parlera dans ton atelier anti-pattern. Et donc, coéquipier, oui, sachant que le product owner... C'est le comment, c'est le coéquipier. Le PMPO et le SM sont des coéquipiers aussi, effectivement. Oui, mais équipe dans l'équipe, quoi. Ceux qui fabriquent. Okay. Après, le PO et le PM peut s'amuser à dire quand même, ou peut s'amuser à mettre une pression, mais au coach, Scrum Master, tiens, j'aurais pu mettre coach ici, tu vois aussi, SM coach, de réguler ça. Qui est-ce qui écrit ou définit le besoin? Par habitude, on met écrire, mais c'est pas vrai en agilité, à l'oral, on a dit. Hein. Donc, qui est-ce qui définit le besoin? Qui dit, voilà, on a besoin de ça. Alors, voilà, donc, les besoins, les demandes, tout le monde peut en faire. Les demandes, tout le monde peut en faire. Les demandes, tout le monde peut en faire. Après, donc, le besoin, donc il y a une idée de transformation dans donc, à la limite, le backlog. Qui est-ce qui manipule ce backlog? Bon, voilà, ça pourrait être tout le monde, mais on va dire que ça appartient, on va dire, au POPM. Ok, prioriser. Ah bah lui aussi. Hein. POPM, là, il n'y a pas... C'est lui qui choisit l'ordre. Ok. On pourrait rajouter l'engagement, la capacité d'itération. Lui, il priorise. Nous, on décide ce qu'on est capable. Nous, on décide jusqu'où est-ce qu'on est. Qui est-ce qui gère les risques? Les risques. Il y a un piège. Les risques. Pas les obstacles. Donc, la différence entre l'obstacle et un risque. L'obstacle, c'est arrivé, et le risque, ça pourrait arriver, on essaye de l'éviter. Voilà. Alors moi, je dirais que l'agilité, elle gère les risques par sa façon de fonctionner, c'est-à-dire on commence parce qu'il a le plus de valeur, on travaille par petits morceaux, on délivre, on regarde, donc on élimine finalement les risques de... Donc ça vient par la priorité, en fait, un peu. Donc, ça vient par la priorisation et le découpage en petits morceaux et la livraison fréquente. Et donc finalement, les risques de ne pas fabriquer ce qui convient, de fabriquer des choses inutiles, etc., ils sont au centre du traitement agile. Après, le risque de telle personne tombe malade, de toute façon, ça n'a jamais été utile de traiter ces risques-là. Non. Donc voilà. Par contre, les obstacles, oui, on peut le rajouter. Alors ça pourrait être à deux endroits, tu vois. Hein, on est d'accord. Je reviens sur le côté malade, si c'est un spécialiste et tout. Donc, on peut gérer le risque en ayant un backup qui permet d'anticiper ça. Oui, ça c'est ce qu'on fait en projet classique, mais en fait, on perd du temps à essayer de le formaliser. De le formaliser. Oui, donc là je disais, qui est-ce qui gère les obstacles? Je l'ai mis là, mais je l'ai peut-être mis là un peu rapidement du côté du SM Coach. Peut-être qu'on peut le mettre... D'abord, il y a des obstacles au sein de l'équipe, l'équipe les traite. Si l'obstacle déborde, ça peut être pris en main par le coach qui va même jusqu'aux parties prenantes,
qui peuvent aider à lever l'obstacle. Voilà, il y a tous ceux qui travaillent à la résolution d'obstacles, effectivement ceux-là. On peut dire que le Scrum Master, il a le rôle que la liste soit pas trop importante, quoi. Il regarde et il dit ah là il y a peut-être des trucs à éliminer maintenant parce qu'on en a beaucoup. Alors ils sont importants, ils nous bloquent, quoi. Ouais. Est-ce qu'on se pose qui est-ce qui gère le budget, qui pense budget, qui le budget, c'est pas du tout. On l'a pas du tout évoqué d'ailleurs. Non, on a vaguement parlé de beyond budgeting. Oui, bien sûr. En tout cas, c'était juste pour qu'on se dise qu'est-ce qui finance. C'est probablement, en tout cas, les sponsors c'est dans les parties prenantes qu'il y a probablement les sponsors. C'est les sponsors qui financent. On pourrait dire qu'une équipe auto-organisée, après, elle a une autonomie sur son budget. Au bout d'un moment, ça serait pas mal. Oui, ce que tu veux dire, c'est que le budget, il est toujours le même et que l'équipe décide par elle-même comment est-ce qu'elle essaye de le maximiser. Voilà, oui, et qu'elle peut peut-être faire alors on en reparlera peut-être dans les décisions, mais faire des achats qui lui semblent bien sans demander la permission, quoi. Oui, d'accord. Donc ça, c'est encore. Est-ce qu'elle a un budget attribué puis elle se débrouille pour fonctionner? Ok. Qui est-ce qui fabrique le produit, l'objectif? Donc l'action, agir. Le comment? Faire, voilà. C'est là dans les coéquipiers. Ouais. Qui est-ce qui teste? Qui est-ce qui teste? Les coéquipiers aussi, bien sûr. Ceux qui fabriquent. Ça dépend des types de tests, mais ceux qui testent, oui. Et à la différence, qui est-ce qui valide? Oui, le product owner qui peut éventuellement dire aidez-moi avec vos tests. Mais... Tiens, d'ailleurs, hier on a eu une petite... J'ai pensé cette nuit. Hier, on a eu une petite conversation sur le fait que maintenant, avec tout ce qui était Dora, DevOps, tu pouvais avoir des équipes qui décident de mettre directement en production sans même que ce soit le product manager qui dise on met en prod. Mais par contre, on est passé par une phase de validation quand même. Sinon, on commence à rentrer dans une autre dynamique, si on a le droit de fabriquer et de mettre en prod sans validation. Mais pourquoi pas? Ce que tu entends par validation, là, c'est... Par le product owner. Le product owner regarde le truc tourner. Ouais. Tiens, je me suis dit, on a dit tester, on a dit valider. Qui est-ce qui corrige? Corriger, donc, c'est du travail de l'équipe. Oui, je veux juste te dire, là, tiens, le principe que tu évoquais, on mange sa propre nourriture, quoi. Ok. Qui définit la solution technique? Tiens, il n'y a pas d'architecte et tout, donc... Il pourrait être là. L'architecte, ça peut être quelqu'un qui travaille dans un comité de pratique et qui est un expert. Et qui donne un cadre dans la définition de fini. Qui est un expert qui peut aider, mais la décision... normalement, elle est là. Elle est plutôt dans l'équipe. Dans ceux qui fabriquent. Oui. Donc lui, il va plutôt travailler sur quelque chose qui sera dans la définition de fini à travers une communauté de pratique. Et eux, ils vont décider de comment ils mettent tout ça en œuvre, quoi. Voilà, parce que le risque, c'est que des solutions soient imposées de l'extérieur et que les coéquipiers, ils aient plus pour objectif de les appliquer, alors qu'ils ne les ont pas conçues et qu'elles ne leur plaisent pas forcément. C'est délicat pour le travail. Qui est-ce qui fait le dialogue avec... s'il y a des... il y a des utilisateurs, sinon il n'y a pas de sens. Qui est-ce qui dialogue avec les utilisateurs? On peut dire tout le monde, mais principalement le PO, le POPM. Tout le monde, on est d'accord, idéalement tout le monde. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Les recherches utilisateurs. Les UX d'ailleurs, ils sont où dans l'équipe? Ils sont dans l'équipe, ils ne sont pas dans l'équipe. Ce qu'on appelle les UX. Oui. Donc ça se fait ici, mais ça devient compliqué. Ça devient compliqué d'avoir une équipe de 5, 6, 7, 8 avec toutes ces compétences. C'est un des challenges de l'agilité. Bien sûr, et le défi est encore plus difficile parce que il y a des décalages dans le temps en fait sur le travail. Voilà, je pense qu'avec en amont et tout. Donc. Les UX, on a le même souci qu'avec les architectes. Ils ont une volonté très forte de tout préparer et de trop préparer. Il faut apprendre à plus travailler en même temps et sur un temps présent. Qu'est-ce que tu aurais d'autre là à mettre dans le cadran comme oublie, là, il n'y a plus rien. Voilà, donc on parlera des prises de décision tout à l'heure. Oui, donc ça on reviendra là-dessus. Qui fait quoi là? Qui fait les comptes rendus de réunion. Donc on n'en a plus. Voilà. Qui produit les indicateurs. Normalement, ils sont produits au fil de l'eau avec notre board d'information, donc plutôt l'équipe, mais par contre on peut dire est-ce que le plan de release est un indicateur oui, le plan de release peut-être au niveau du PM.
voilà, comme on a vu que le plan de release était dérivé ou proche du backlog avec des choses en plus et des présentations de burn-up éventuellement, oui, Mais ça, c'est des indicateurs de suivi Oui. de réalisation, Voilà. des indicateurs d'impact du produit. Ils viennent normalement de sondes et d'outils qui sont... Oui. Ouais, bon. Donc, voilà. Ok, pas plus.